Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat public. Ici on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités. C'est annoncé dans le vaste programme d'action du gouvernement de la rupture et c'est désormais chose faite. Plusieurs communes du Bénin, après des mois de travaux, bénéficient de marchés modernes, urbains et régionaux. Ceux totalement achevés et livrés sont ouverts et mis à la disposition des marchands et usagers. Ce soir, grand angle sur les fruits de cette volonté politique. Nous verrons comment cette révolution est perçue dans l'opinion. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être là à suivre avec nous les points de vue dans le premier plateau, une analyse socio-économique et politique de nos débatteurs invités. Ce sera juste après l'éditorial de Omar Salouf qui voit à travers la construction des marchés modernes une volonté politique orientée vers l'inclusion économique. Pour lui, c'est tout simplement une révolution dont nous sommes fiers d'être témoins. Vous l'entendrez, suivront les discussions. Plus loin et en toute franchise, nous irons au cœur de l'histoire des marchés. Ils ont traversé le temps et sont passés de l'état, on l'a dit, assez désordonné à la modernité. Comment la mutation est-elle perçue? Nous mènerons la discussion avec certains acteurs clés. Toussaint Romayon est auteur et chercheur indépendant. Il sera avec nous dans le plateau en toute franchise. Et à ses côtés, nous aurons Hamzat Aguemon. Il est le chef du quartier d'Antokpa qui rappelle donc le grand marché d'Antokpa. Mais bien avant, parole à l'espère pour son analyse sociologique de la transformation ou de changement de site dont il est question. Quelle perception les usagers ont-ils du nouveau cadre de l'activité commerciale? L'œil de l'expert reçoit Ferdinand Sabiwoulou. Il est sociologue de développement en gouvernance et redevabilité, à suivre son éclairage sur l'aspect sociologique de la modernisation ou le déplacement d'un marché. C'est le grand rendez-vous. Bienvenue chez nous. Et bien sûr, le grand rendez-vous, le point de vue de chacun compte. Et dans un instant, le débat avec nos analystes en plateau, les visages auxquels vous êtes habitués. Ahmed Picardi, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci de répondre présent à ce plateau. Bonsoir à vous, Hamzat Ablaye. Bonsoir Christian, bonsoir téléspectateurs. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes consultant politique et géopolitique et aussi spécialiste relations internationales et diplomatie. Vous êtes un analyste du plateau. Le grand rendez-vous, un peu comme Sylvestre Tchomakou. Bonsoir Sylvestre. Bonsoir Christian. Bienvenue. Merci. Journaliste, analyste au quotidien, l'économiste du Bénin. Voilà. Et puis la chronique, l'édito de ce soir, c'est avec Omar Salouf, éditorialiste, analyste politique. Bonsoir Omar. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Eh bien, vous nous emmenez ce soir dans les marchés modernes. Oui Christian, l'un des grands chantiers du gouvernement en place concerne les infrastructures en général et plus particulièrement les infrastructures marchandes modernes pour offrir aux Béninois des espaces commerciaux aux normes, mais aussi pour redéfinir la cartographie des marchés sur l'ensemble du territoire national. Dans l'annonce des grandes réformes au début de son premier quinquennat, le président Patrice Talon invitait explicitement chaque Béninois à accepter les bouleversements d'habitudes et d'attitudes qu'engendrerait indubitablement la nouvelle donne. Dans la conscience publique, personne ne s'imaginait que le marché d'Antokpa, ce lieu de grande renommée et de grands échanges commerciaux, pouvait faire l'objet de délocalisation. Pourtant, Patrice Talon l'a voulu, l'a exprimé et ce sera fait. C'est acté, c'est imminent. D'Antokpa sera déplacé. Mais pourquoi opter pour une délocalisation totale alors que pour d'aucuns, l'option d'une restauration de l'infrastructure serait la meilleure? Sans être un griot assermenté du pouvoir, l'éditorialiste pense que déloger d'Antokpa est la seule option envisageable. Dans son état actuel, le marché d'Antokpa est largement allé au-delà de ses périmètres. Les hangars de fortune entassés tels des taudis sont ceinturés par des immondices, ce qui contraste avec la réputation du nom d'Antokpa.
Aucun plan de circulation approprié n'existe dans ce marché. Les toiles d'araignée électriques n'attendent que la moindre étincelle de feu pour tout embraser. Ces réalités qui échappent aux défenseurs du maintien de Dantokpa dans ces lieux actuels sont pourtant le vécu quotidien des usagers. Faut-il, au nom d'un certain attachement à l'histoire, perpétuer l'imbroglio dans lequel végète le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest? En lieu et place de l'actuel Dantokpa, il est sans doute prévu un projet innovant et futuriste pour immortaliser le nom Dantokpa. Mais en attendant, les 35 marchés modernes construits sur l'ensemble du territoire national viendront en appoint dans le processus de relogement des détaillants. Le marché de gros de Calavi dédié aux grossistes est bâti sur plus de 168 hectares, soit 6 fois le marché d'Antokpa. La galerie marchande du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou est réservée pour les commerçants de bijoux et pagne. Ces commodités offertes aux vendeurs et acheteurs méritent d'être appréciées comme des avancées notables qui valorisent et replacent le Bénin sur l'orbite du développement économique. C'est tout simplement une révolution dont nous sommes fiers d'être témoins. Voilà, une révolution dont vous êtes fiers, nous sommes fiers d'être témoins en parlant de nous. Ce sont les Béninois en général. Eh bien, on va mener la discussion en plateau avec l'ensemble des débatteurs, Hamza Tablaï, Sylvestre Chomakou, Ahmed Picardi et vous, Omar Salouf. Oui, on va revenir sur la conclusion de l'éditorialiste. Fier de vivre cette révolution. Je m'inscris dans la même dynamique que lui. C'est une fierté de vivre cette révolution, même si au-delà de tout, le marché d'Antokpa est devenu en 80 ans un musée vivant de l'identité culturelle béninoise, une identité qu'il faut préserver, une identité qu'il faut travailler à mettre au pas de la modernité. Alors, au lieu de déplacer de manière intégrale le marché d'Antokpa, j'opterais, quant à moi, pour une semi-délocalisation. Cette semi-délocalisation va consister en quoi? À déjà peut-être délocaliser le marché de gros vers Calavi comme cela est prévu, et donc dans sa forme futuriste, maintenir le marché de galeries marchandes, voilà, ce qui permettra d'avoir les commerçants de bijoux, de pain et autres dans le marché pour que le marché ne disparaisse pas complètement, parce que Dantokpa c'est un marché, ce n'est plus seulement béninois, c'est un marché sous-régional, international, et donc c'est une fierté quand même quand on sort du Bénin et qu'on se retrouve avec certains qui parlent. C'est vrai que vous nous avez dévancé un peu sur l'ordre de discussion sur ce plateau. On va revenir beaucoup plus précisément sur le cas du marché Dantokpa, mais parlons d'abord des marchés modernes. Le gouvernement avait annoncé au total 35, en tout cas il y a une bonne dizaine déjà livrés et ouverts au grand public. Est-ce que vous avez déjà, vous, Ahmed Picardi, fait un tour pour faire des emplettes dans l'un ou l'autre de ces marchés, notamment à Cotonou? Sincèrement, faire des emplettes, non. Mais j'ai déjà visité un de ces marchés, par curiosité. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, est-ce que nous sommes fiers de vivre ce moment, je dirais, de développement au Bénin? Nous en sommes fiers, notamment ce qui concerne la construction des marchés secondaires, parce qu'en fait, en termes techniques, les 35 marchés en question, outre les marchés régionaux, sont des marchés secondaires. Oui. Voilà, parce qu'on parle de marchés de gros, de marchés de semi-gros, et puis de marchés secondaires. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de marchés secondaires, Ménotin ou encore Cococodi. Ce sont les marchés secondaires. C'est une fierté de voir cela, parce que les marchés, notamment les marchés secondaires, sont des marchés qui ont une durée de vie. Vous savez, lorsque ces marchés étaient en train d'être construits, il y avait un certain nombre de besoins. Et ces besoins sont, je dirais, aujourd'hui révolus. Il y a de nouveaux besoins. Et je pense que dans la planification du président Talon, il a compris que les marchés existants avant 2016 ne répondaient plus à ces besoins-là. Et pour parler de ces besoins, pour être pragmatique et plus objectif, nous avions des marchés secondaires qui ne répondaient plus en termes, je dirais, de modernité. C'est vrai, jadis, lorsqu'ils étaient construits, ils répondaient à ces besoins-là.
il ne répondait plus en termes de, je dirais, de densité géographique et démographique. Qu'est-ce que je nous l'en dis? Lorsque vous voyez dans l'histoire de ces marchés, je prends par exemple Bégamé, au moment où Bégamé était en train d'être construit, il y avait à peine 500 000, 600 000, 700 000 personnes dans Cotonou et environ. Aujourd'hui, nous avons dépassé le million, nous allons vers 2 millions d'habitants. Il y a donc une contrainte démographique qui est là, qui veut que tout gouvernement sérieux avec lui-même se dise, écoutez, démographiquement, il y a d'autres besoins, allons vers ces besoins-là. Outre ces 2 points, il y a aussi les besoins en termes sanitaires. Mais disons la vérité, les marchés secondaires qui étaient Bégamé et autres, Ménontin et autres, qui ont été détruits, qui ont été rénovés, ne répondaient plus aux normes sanitaires. C'était des marchés qui ne respiraient pas du tout. Non, pas du tout. Au niveau sanitaire, au niveau hygiénique, il y avait de gros problèmes. Je pense que c'est Dieu qui a de circulation, de mobilité à l'intérieur de ces marchés. Dieu a protégé les Béninois pendant ces dernières années parce qu'on aurait pu faire face à des épidémies qui seraient nées de ces marchés-là. Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Il était impératif de reconstruire des marchés qui répondaient à ces normes-là. Par exemple, avec le nouveau marché, nous avons des infirmeries, ce qui n'était pas le cas avant. Comment est-ce que vous pouvez regrouper des milliers de personnes en une journée sur un site où il n'y a pas d'infirmerie? Et il fallait répondre à ces attentes-là. Moi, je suis fier, en tout cas, de voir ces marchés. On va voir de ce côté. Oui, la fierté, vous partagez cela, comme tous les autres confrères en plateau? Alors, la question de la fierté pourrait revenir plus tard, mais pour être pragmatique, je trouve que, comme le disait Émile Zola vis-à-vis de la vérité en marche et rien ne l'arrêtera. La modernisation également est en marche et rien ne l'arrêtera. Et tous les secteurs sont affectés par cette recherche accrue vers la modernité. Plus on est exigeant envers nous-mêmes et plus on est obligé d'aller vers la modernité. Et aujourd'hui, la réforme a touché, je vais dire, le secteur des marchés. Donc, moi, je trouve que ça a un effet positif. Positif dans le sens où je cible 2 volets, la portée sociale et la portée économique. Sur le plan social, on peut dire que moderniser les marchés va permettre aux habitués d'avoir plus de leads, à pouvoir mieux faire leurs achats, à pouvoir mieux se retrouver et surtout à pouvoir optimiser leurs emplettes habituelles. Alors, à ce niveau, il y a les emplettes en gros et les emplettes en détail. Mais au niveau du social, ça permettra également de renforcer le tissu commercial parce qu'on sait très bien que ce tissu commercial était divisé en 1000 morceaux avec les marchés qui se retrouvaient au coin des rues. Structurer les marchés renforce forcément ce tissu social. Et enfin, ça permettra d'accentuer ou d'améliorer la compétitivité puisqu'on sait très bien que nos marchés sur le plan international, à part le marché d'Antokpa, ne valent pas grande chose. Donc, bien entendu, structurer ces marchés en intégrant la question de la modernité va permettre effectivement d'accroître la compétitivité de nos marchés. Alors, sur le plan économique, le bénéfice est double, sinon triple, dans la mesure où ça va permettre aux vendeurs et aux vendeuses de se structurer. Exactement. D'abord, de se structurer sur le plan formel, puisque la majorité avant des vendeurs, des vendeuses au sein des marchés sont dans l'informel. Donc ça les oblige à se structurer et à être désormais formels, à être reconnus par les structures qui gèrent les marchés. Et ça, c'est bénéfique à la fois pour eux, mais également pour les potentiels clients, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus faire un achat sans aller vers une facture normalisée. Et vous savez que vous ne pouvez pas délivrer de facture normalisée si vous n'êtes pas dans un marché, une facture normalisée. C'est des choses qui peut-être relèvent de l'impossible, mais dans la réalité, ça sert et dessert d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de l'introduction de la modernité dans nos marchés, mais ça sert justement cette modernisation de nos marchés. Et ça semble burlesque aussi quand on a l'impression que la bonne dame sera obligée d'émettre des factures normalisées. Ça semble burlesque. Je n'arrive pas à aller au-delà de... Tout est une question d'acceptation d'abord et une question de culture. Ça arrivera
pas progressivement. Je ne pense pas qu'on puisse... C'est un aspect que vous abordez. En tout cas, on va recueillir les réactions. Et je termine sur la question de la retombée économique. Oui. Parce que ça va permettre également à l'État d'avoir un œil beaucoup plus ordonné par rapport au marché. Vous savez, quand on parle des impôts, quand on parle des taxes, au sein de nos marchés, il y a quelques années, je pense que c'est souvent un jeu du chat et de la souris, en réalité. Vous avez la Sogema de l'époque qui courait littéralement après les commerçants qui dans les marchés. Qui payait, mais qui n'était véritablement pas bien comptabilisé. Exactement. Il y avait une désorganisation organisée au sein des marchés. Mais aujourd'hui, avec cette réforme, avec cette modernisation qui est aussi structurelle, ça va permettre aux entités qui sont censées gérer ces marchés, ça va leur permettre de mieux capter ces fonds, ces taxes qui vont permettre à l'État de mieux en bénéficier. Et ça n'a pas d'équivalent dans l'histoire du Bénin. Et c'est à l'avantage, bien entendu, de ce gouvernement. On pourrait reparler plus tard des mauvais points ou du mauvais aspect. On va revenir là-dessus. On va donner la parole à Omar Salouf, qui nous permet d'ailleurs d'aborder ce sujet aujourd'hui. Vous êtes parti d'un constat, aucun plan architectural pour les marchés existants, ce sont des marchés qui n'existaient pas, le secteur informel qui était véritablement très bien développé dans ces marchés. Maintenant qu'on a décidé de tout réorganiser, c'est que ça sera bénéfique pour les différents acteurs. On parlait de la portée sociale, de la portée économique, mais il y a à côté aussi une portée politique, puisque tout est parti d'une volonté politique. Oui. D'une volonté politique qui va bénéficier à tout le monde. Ce qu'il faut retenir, c'est la structuration qui découle de cette volonté politique. C'est la catégorisation des marchés. Nous avons le marché de gros, nous avons le marché des bijoux et des pailles, nous avons les marchés secondaires. Et là, les Béninois sauront désormais que quand on veut les bijoux, il faut aller à tel endroit. Ce n'est plus un foutu. C'était avant, ils allaient à Dantopa, par exemple. Oui, mais à Dantopa, c'était tout, et tout à la fois. Alors là, maintenant, avec la galerie marchande du Stade de l'Amitié, avec le marché de gros de Calavi, avec les marchés secondaires et les marchés régionaux, on est plus obligé d'aller tous au même endroit, parce que c'est le fait d'aller tous à Dantopa qui crée ce que Dantopa vit aujourd'hui. Il suffit de faire un tour à Dantopa. Moi je l'ai fait récemment encore. Vous passez simplement par la cuisine, là où tout le monde va préparer pour faire nourrir, pour faire manger. Là où les usagers se restaurent. Vous n'allez pas vouloir manger toute une journée. Mais il y en a qui mangent. Ah oui, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce qui se passe à Dantopa, c'est terrible. Ce qui se passe à Dantopa mérite d'être conjugué au passé. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, comme l'a rappelé Sylvestre, que c'est presque un musée, il faut maintenir ça par rapport à l'histoire, mais il vaut mieux arrêter ça. Il vaut mieux penser à autre chose. J'ai relevé dans l'édito que certainement que le président Patrice Talon et son gouvernement ont un projet de faire renaître Dantopa d'une autre manière, en érigeant un projet un peu plus grand, un peu plus structuré, un peu plus futuriste, qui va permettre qui ne sera pas le marché Dantopa. Mais Dantopa, en réalité, Dantopa, c'est deux entités. Le chef quartier viendra forcément rappeler. Il est notre c'est le quartier Dantopa et le marché Dantopa. En toute franchise. Voilà. Réaction. Oui, vous d'abord. J'approuvais cette modernisation des marchés dans le sens général. Mais le cas de Dantopa, c'est un cas spécifique vraiment auquel il faut mieux orienter notre regard. Dans la mesure où je ne suis pas d'accord absolument avec ce que vous nous dites, Omar, parce que Dantopa, c'est un musée, d'accord. On est parti du principe que Dantopa est une entité, je vais dire, qui reflète en quelque sorte l'image commerciale du Bénin dans la sous-région. Ça, c'est factuel. Je ne pars du tout pas du principe qu'il faut complètement rompre avec ce qui est là. Au contraire, je m'inscris dans la dynamique de Sylvestre. Il faudrait aller peut-être dans la dynamique d'une réforme
d'Antokpa en maintenant le marché là où il était et en l'organisant autrement. Alors, est-ce que c'est un premier pas de s'organiser de cette façon en balayant tout le monde d'Antokpa et de réorienter les commerçants? Est-ce un premier pas pour refaire de Dantokpa une figure meilleure que ce qu'il était? C'est toute une question parce que dans votre développement, qu'est-ce que ça vous dirait par exemple dans votre développement de marché d'Antokpa à un hypermarché d'Antokpa? C'est justement là le nom d'Antokpa sera toujours maintenu. C'est justement là le problème, la probabilité. En matière économique, rester dans la probabilité, ça n'avantage absolument personne. Mais nous avons écouté le porte-parole du gouvernement qui a dit que le marché d'Antokpa sera délocalisé, mais il y a un autre projet beaucoup plus sérieux, beaucoup plus moderne qui va s'installer et qui va toujours porter le nom d'Antokpa. Alors, c'est une chose de prendre le porte-parole du gouvernement, mais l'autre chose est vraiment de se concentrer sur les explications du chef de l'État. Vous allez réagir. Je termine rapidement là-dessus. C'est bien de délocaliser d'Antokpa, mais n'oublions pas que c'est un vestige historique, c'est un vestige économique de portée sous-régionale. C'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit, et surtout international. Donc la priorité, je pense que ce projet d'Antokpa n'a pas été mieux pensé, dans la mesure où on aurait mieux organisé les idées autour de Dantokpa, on n'aurait pas eu besoin de faire une tabula rasa sur Dantokpa. Au contraire, on se serait tablé sur une réforme complète de l'entité Dantokpa, en organisant autrement. Un peu comme ça a été fait pour les marchés urbains que nous avons. Par exemple, le Gabon est toujours resté... C'est pour ça que je dis... Même sur le même site. Le marché de Gabon, au même emplacement. Le marché un peu partout. Ceux qui militent, malheureusement, comme mon frère d'à côté, pour la destruction, la démolition, la fin et la mise à mort de Dantokpa, ne connaissent pas l'histoire de Dantokpa. Dans la période postcoloniale, il y avait deux marchés principaux, à Cotonou et à environ. Deux grands marchés. Le marché municipal, qui était fréquenté par les colons et par nos premières élites, les intellectuels noirs, les nègres de service d'alors. Et puis il y avait le marché Xavier Béraud, qui est aujourd'hui, qui s'appelait en même temps le marché d'Antokpa. Mais regardez, quand on prend historiquement, nous avons deux types de marchés. Nous avons un marché qui est pour la colonisation et un marché qui est pour nous béninois. Mais Dieu faisant, et nous, l'esprit de l'Eman, nous faisons, ce marché a pris. Notre marché, notre marché, parce que moi je me sens du marché d'Antokpa, notre marché a vécu et a survécu pendant plus de 80 années. Et de façon symbolique, nous... Parce qu'en temps, les colons sont partis. Absolument. Et les élites n'étaient pas nombreux. Et parce que aussi, entre-temps, nous sommes attachés à Dantokpa en tant que notre chose. Moi, je n'ai pas vécu au Bénin. Mais quand j'étais encore tout jeune, pour symboliser mon pays, on parlait de Dantokpa. Comme si vous prenez 10 Béninois. Dans son état actuel, les choses ont évolué dans le temps. Je vous rappelle, dans son état actuel, dans son aspect actuel, Dantokpa qui a connu des dizaines et des dizaines d'incendies, avec tout ce qu'il y a comme conséquence, souhaiteriez-vous que ça reste toujours en l'état? Je vous rappelle qu'il y a une restructuration de Dantokpa, qu'on est Dantokpa sur le même site. D'accord, je vous rappelle qu'à l'origine, ce n'était pas Dantokpa. C'était le marché Tokpa qui se trouvait plutôt à l'emplacement actuel de l'Omel. Là où on appelle Tokpa-Roro. Ça a été déplacé. Le Bénin a continué à exister. Ça a conduit au déplacement. Le Bénin a continué à exister. Le Bénin s'est modernisé au fil du temps. Mais je précise encore que ce n'est pas qu'on veut raser Dantokpa pour y ériger un hôpital. Ce n'est pas que... Le gouvernement n'est pas encore prononcé sur la question. Le projet lancé et la dernière les femmes de marché ont été déplacées et sont allées voir un peu ce qui est en train d'être érigé à Kassato pour abriter le marché de gros. Vous l'avez vu. On vous écoute, Sylvestre. Je crois que nous n'avons pas besoin de supprimer le passé au nom de la modernité, au nom de ce que nous voulons pour le futur. Le marché d'Antokpa, comme le dit le chroniqueur, a vécu
ou vit toujours dans un état d'insalubrité qu'il faut pouvoir améliorer, qu'il faut pouvoir adapter aux choses nouvelles. Et je suis d'accord que le marché d'Antokpa, quand on y va, comporte beaucoup de foyers malpropres qu'il faut corriger. Mais là, en déplaçant presque toutes les catégories de marché d'Antokpa, et donc ne plus avoir cette entité culturelle que nous avions, qui faisait notre fierté au plan international, sous-régional d'abord international, ça c'est un peu comme couper le pont avec le passé. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas tout de suite couper le pont avec le passé. Il faut travailler à maintenir ce que nous avons eu comme passé glorieux et donc travailler également à insérer ce passé-là dans la modernité. Et comme cela, je crois que nous sommes un peuple qui ne perd pas ou qui ne rompt pas avec sa tradition. Et voilà que la machine de la délocalisation est lancée désormais. On fait quoi? Nous avons ici la nulle porte conseil. La nulle porte conseil. Le marché du gros. Le marché d'Antokpa avait une certaine caractéristique. C'était en même temps un marché de gros, un marché de semi-gros et un marché de détail. Oui. De sortie d'Antokpa, le marché de gros n'est pas encore ne fait pas périr dans la demeure. Moi je suis pour. Puisque le gros, ça entasse beaucoup de marchandises, ça demande beaucoup de mobilisation en termes de transport et autres. Ce n'est pas encore la fin du monde. Mais qu'on nous dise que le site de Dantokpa ne peut plus être demain, que moi, mes petits-enfants, en tant que fils d'Abomey, ne verront pas. Vous avez les images? Vous faites recours à l'histoire, il y a Internet, il y a tout. Bien sûr, il y a des images, il y a des images de Dantokpa. Et nous disons ceci, on aurait pu, comme il nous dit, moderniser Dantokpa. Je vous le dis ceci, quand on sort du pays et quand on dit béni, on voit dans la tête de tous les citoyens du monde entier marcher dans un grand marché. Moi, je voudrais ajouter un point important. Il est clair et établi d'ailleurs que dans ce genre de sujet, le gouvernement priorise la réelle politique, surtout dans la gestion du marché d'Antokpa. Et on doit ouvrir les yeux aux téléspectateurs par rapport à ça, dans la mesure où le marché d'Antokpa tel qu'il était, et ça je suis absolument d'accord là-dessus, c'était un capharnaüm économique, c'était un capharnaüm social, c'était un capharnaüm hygiénique. On est clair là-dessus. Et c'était aussi une perte pour l'État, dans la mesure où l'État n'arrive pas, comme je le disais, à capter effectivement les taxes et les impôts comme cela se voit. Et l'autre chose également, c'est que les commerçants au sein du marché sont dans l'informel. La majorité réside dans l'informel. Très peu sont organisés en structure. Aujourd'hui, l'État a facilité, parce que l'État aujourd'hui s'est inscrit dans la dynamique de l'économie des marchés, c'est-à-dire permettre à ces individus de pouvoir s'inscrire dans la dynamique de l'économie. Et le confrère spécialiste en questions économiques me confirmera sur la question. Donc, dans cette économie de marché, il est important qu'on structure l'organisation économique même au sein de nos marchés. Et c'est là la grosse perte de l'État sur plusieurs années ou sur plusieurs décennies par rapport au marché d'Antokpa. Mais cela ne veut pas dire qu'au nom de cette recherche effrénée des taxes ou de l'impôt vis-à-vis de la gestion, de l'organisation du marché d'Antokpa, qu'il faut partir sur une tabula rasa, c'est-à-dire tout raser et repartir complètement sur une... Non, absolument pas. Dans la mesure, je finirai en 2 secondes, dans la mesure où, au nom du capital historique, culturel, social et économique, on ne peut pas le faire. D'autant plus que... Vous accrochez à l'histoire. Absolument. D'autant plus que notre gouvernement, le gouvernement du président Patrice Talon s'est inscrit dans une dynamique culturelle et historique qui doit jouer un point d'ancrage important avec l'économie et le développement. Donc, les deux sont aujourd'hui liés, à savoir le culturel et l'historique avec l'économie. C'est strictement lié aujourd'hui sous Patrice Talon. Donc, on ne peut pas faire une chose et son contraire. Quand il disait les avantages économiques, je partage entièrement ce point de vue par rapport aux avantages économiques. Et l'autre chose qu'il faut ajouter, c'est qu'avec la réorganisation du marché d'Antokpa en marché de gros aujourd'hui, nous avons l'avantage, ou les bonnes dames ont l'avantage aujourd'hui de pouvoir s'organiser et aller vers les microfinances, aller vers les banques et autres pour bénéficier de financement.
D'accord. Je fais partie de ceux qui sont farouchement contre le système. Tout ce qui est avant moi est à raser. J'ai été choqué par exemple d'apprendre que l'hôtel PLM à Nedjo, qui a abrité la conférence nationale, devrait être rasé. Mais dans le même temps, s'il y a une possibilité d'arrêter la CI à un moment donné, il faut avoir le courage de le faire. Le marché Bégamé, s'il vous plaît, le marché Bégamé, le marché Aïdjedo et tous les autres marchés secondaires reconstruits sont dans leur emplacement habituel. Mais ils ont été peut-être reconstruit par rapport à ce que j'ai entendu. Non, la probabilité. C'est pas moi, on sait sur ce fait. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut maintenir l'imbroglio jusqu'à mieux? En tant que marché, la situation géographique de Dantopa avantage, je dirais, les acheteurs des pays limitrophes. Parce que vous avez dit quoi? Parce qu'on n'est pas loin, le Nigeria est à côté. Et lorsque vous quittez Lomé, vous allez passer forcément, je dirais, par les ponts. Lorsque vous quittez ma zone du Zou et que vous venez à Cotonou, en fait, Dantopa, sans le savoir, sans le dire, Dantopa devient comme, je dirais, le rond-point. Il y a un aspect important que nous oublions dans tout ceci. Lorsqu'on déplace Dantopa avec Calavi, c'est déplacer la masse humaine vers Calavi. On n'avait pas encore les infrastructures, surtout routières, pour pouvoir accueillir ce déplacement fort. Pour enchérir ce que dit Sylvain, c'est que le marché de Dantopa, ces dernières années, a déjà perdu de sa superbe. Ça, on doit être clair là-dessus. Lomé est devenu un pôle très important en termes de dynamique marchande. Lagos a aujourd'hui 3-4 marchés qui rivalisent littéralement en termes de superficie avec Dantopa, pardon, et rivalisent également en termes de dynamique économique avec le marché de Dantopa. Et si on se conjugue à la dynamique impliquée ou implantée par le gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire faire disparaître Dantopa ou réorienter Dantopa, le site disparaît, c'est que on va perdre. Et là, pour de bon. D'accord. On va voir un peu avec cette modernisation qui est entrée dans les marchés, ce qu'en pensent les citoyens qui sont rencontrés dans le prétoire par Mardoché Gounou et Moufid Sabouran. C'est le prétoire, on les écoute très rapidement et on revient pour la suite de nos discussions en plateau. Aussi le marché, tant bien que tous les marchés construits tout nouvellement, parce que ça a changé le visage du pays. Et désormais, c'est comme si nous sommes dans un supermarché. Tout va bien, les bonnes dames vendent. Il y a aussi les acheteurs aussi qui viennent acheter. Même s'il n'y a plus maintenant, il n'y aura plus de trucs là, de l'eau par terre. Tout est sec et ça va bien. Ben, je vois là que tout est bien ordonné. Tout est en place et tout. De plus, c'est bien rangé, c'est joli, donc j'apprécie. J'ai apporté une uniforme, donc j'ai trouvé du travail, ils sont en train de travailler et tout va bien, on remercie le président de la République. Le Bénin change, c'est pas mal aussi. Ça là aussi, bon, ça évolue le Bénin quand même. C'est un bon marché, ça nous facilite le passage, c'est plus propre et tout. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Souvent viennent payer poissons, légumes, tout ce qu'on veut quand même. Les membres de compte où da et donc compte où fi de mi a de vidéo et même bien le nom que de mi bien mais là na vari donc et même de son mais one with town when am ba bona compte bona ça mais ko ça le gandia et ouais on a mieux ça dit beaucoup pour aimer si ça ni wa bo mi ça non mi a tout rien. Maintenant, je vois que c'est très beau, hein. Ce n'est pas... Bon, je veux dire que ce n'est pas pour... Excusez-moi le thème, nos vendeuses de bar
classe là, je vois que c'est pas pour eux. Hein. C'est trop chic pour exposer tomates et piments, vous voyez. Ça me ferait plaisir de voir construire ce marché dans mon pays, la Centrafrique. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, c'était dans le prétoire avec les quelques dames rencontrées dans les marchés modernes. Vous avez suivi les réactions et des marchandes et des usagers qui trouvent que c'est trop chic que c'est pas pour, je dirais... oui, c'est vrai, ça m'a fait sourire parce que on a tendance à croire que c'est dans un supermarché et dans ce cas-là, les gens ne voudraient pas y aller parce que forcément ça va engendrer des coûts supplémentaires. C'est qu'il faudra beaucoup plus communiquer. Voilà. J'y vois deux volets. La question que j'allais vous faire, vous tous en plateau, que faut-il faire? Oui, je vois deux volets. D'abord, il faut rendre accessibles les coûts pour les places, pour les bonnes dames, pour les femmes. Et ensuite, il faut suffisamment communiquer pour adopter un nouveau mode de vie. On n'a pas l'habitude de ces endroits chics et donc il faudra qu'on s'habitue de plus en plus. Deuxième volet, avant le prétoire, Hamzat disait quelque chose que le marché de Lomé, le marché de Lagos ont commencé à bien s'animer. Je crois que si le marché de Gros de Calavi est ouvert et que même si je suis un Égyptien et que je sais qu'en venant dans le marché de Gros, quelle que soit sa localisation dans Cotonou-Calavi, je vais forcément y aller parce que ce que je veux, si vous allez le trouver voilà. Peut-être à moindre coût. Le constat dans les marchés modernes, oui, vous allez réagir, Sylvestre. Quand on va bien évidemment dans les marchés modernes, on remarque qu'il y a de nouveau, qu'il y a de neuf. Et cela, ça va avec son prix, bien évidemment. Et pour que le projet puisse réussir, il faut que l'État adopte ou s'engage dans une dynamique de projet inclusif. L'inclusion, c'est-à-dire prendre en compte l'intérêt ou les intérêts des petits commerçants, prendre en compte les intérêts des populations locales. Parce que lorsque les intérêts ne sont pas pris en compte, le projet est voué déjà à l'échec. Donc, quand je parle de prise en compte des intérêts, c'est déjà quoi au niveau du coût de location des espaces marchands aux bonnes dames. Il faudrait que le coût puisse quand même être raisonnable. Il ne faudrait pas que ça soit largement au-dessus de ce que les bonnes dames... On n'oublie pas qu'il y a une forte charge également pour l'entretien de ces marchés. Et bien évidemment, donc ce n'est pas gratuit. Les bonnes dames ne s'inscrivent et ne s'installent pas à titre gratuit dans ces différents espaces. Donc il faut agir sur le coût de sorte que la bonne dame, lorsqu'elle finit de vendre sa tomate le soir, lorsqu'elle finit de vendre ses épices le soir, elle puisse quand même, après avoir fait la répartition de tout ce qu'elle a à répartir, trouver un petit intérêt sur ce qu'elle vend. Et comme cela, il n'y aura pas d'inflation, il n'y aura pas de surenchère dans ces différents... Oui, quand on dit que c'est trop chic pour nous, ça veut dire que psychologiquement déjà, quand on regarde un peu l'aspect de ces marchés et ce qui s'y trouve, on se dit que forcément, en allant dans ces marchés, c'est qu'on déboursera plus. Que faut-il faire pour que ça ne soit pas cette perception-là dans l'opinion? Est-ce le gouvernement qui doit jouer un rôle ou la structure mise en place pour gérer les marchés, la NAGEM qui fera un travail de sensibilisation aussi profond que cela soit pour permettre à ce que ces marchés s'animent véritablement? Il faut dire que aussi bien le gouvernement que la NAGEM ont du gros travail à faire. Parce qu'il faut dire quand même, les infrastructures, je dirais, qui ont été inaugurées sont de haut standing, des standings international. C'est intéressant, c'est bon. Je pense que le Béninois mérite ce qui est beau et ce qui est bon. Maintenant, comme dans le même temps, nous n'avions pas l'habitude de ce type de site. Et obligatoirement, lorsqu'on déplace dans Tokpa, notamment le marché de Gros vers Calavi, que je dirais les semi-grossistes et les détaillants sont obligés par là même de venir à Calavi. Il doit y avoir un coût de transport qui va s'ajouter. Le cadre dans lequel nous sommes désormais installés, il en a parlé tout à l'heure. Mais c'est pareil, ceux qui quittent Calavi, qui quittent Alada pour aller à Dantokpa, il y avait le coût de transport. Voilà ce qui va se passer. Il n'y a pas grand-chose. Voilà ce qui va se passer. Lorsque nous prenons le cas de ce qui va se passer, que quoi? La vie sera, la vie au niveau, je dirais, des achats, au niveau des achats à Calavi, va connaître une certaine amélioration en baisse. Oui. Mais à Cotonou, il va avoir l'effet contraire. Puisque moi, en tant que commerçant, si je dois quitter Bégamé, ou bien, je dirais, Kadiaron, venir
faire, je dirais, mes achats chez le grossiste, ici à Kassato, me retourner, il y a des charges avec tout ce qu'il y a, la circulation. Il y a la communication, mais il y a des mesures à prendre pour encourager à la vitalité de ces marchés-là. Première chose, il faut que le regard du gouvernement dans le contrôle des prix soit, je dirais, un regard sincère. Un regard sincère qui voudrait que le gouvernement se dise, nous avons construit, je dirais, des marchés formidables, mais nous avons besoin pour les premières années de vie de ces marchés que le gouvernement s'installe des exonérations, absolument, par exemple, exonération, subvention peut-être, subvention, contrôle de la question inflationnelle dans ces marchés. Cela va permettre de rassurer, je dirais, les prix de vente aux derniers consommateurs. Si cela n'est pas fait et que maman Yabo vend sa tomate qu'elle vendait hier à 100 francs, qu'elle commence à vendre ces mêmes tomates-là dans le marché de Cocody, par exemple, à 150 francs, moi je suis sûr que mon épouse n'ira pas là-bas. Parce que c'est qu'Ahmed Picardie n'a pas 150 francs à donner pour une tomate qui peut coûter, je dirais, dans le quartier 100 francs. Elle préfère rester payer devant chez elle que d'aller dans le marché du Cocody où c'est à 150 francs. Tout le monde veut faire des économies. Il faut une politique de prix qui va attirer. Absolument. Il faut exonérer dans un premier temps. Il faut communiquer. Il faut encourager aussi les acteurs des marchés, c'est-à-dire les vendeuses aussi bien grossistes, semi-grossistes que détaillants. D'accord. Et puis, vous ajoutez rapidement et Ahmed prend la parole. Avant qu'Ahmed n'intervienne, je voudrais pratiquement dire pour que la politique des prix marche, il faut investir dans l'agriculture à la base. Lorsque les produits sont disponibles en quantité et en masse, au marché, on n'aura pas le sentiment d'inflation et autres. Voilà. Alors, moi, je voudrais dire deux choses importantes. La première, c'est que le Bénin s'inscrit, et j'insiste là-dessus, sur l'économie des marchés. Et vis-à-vis de ce que Ahmed Picardie vient de dire, je ne pense pas que la priorité du gouvernement soit d'exonérer les prix ou de diminuer ou de subventionner. Je ne le pense pas. Ce n'est pas la priorité. Ce qui devrait être fait, puisque le deuxième mandat de Patrice Talon, c'était un mandat social. Et le mandat social est complètement opposé à l'économie de marché. Enfin, quand je dis le mandat social, c'est que si vous adoptez un programme social, c'est que c'est contraire à l'économie des marchés. L'économie des marchés, certes, ça ouvre des perspectives pour les individus, ça ouvre des perspectives pour les petites et moyennes entreprises. Mais dans la faisabilité aujourd'hui au Bénin, adaptée à nos réalités, et surtout à la réalité du panier de la ménagère, c'est beaucoup plus complexe que cela ne présente. Et l'autre chose, c'est par rapport, bien entendu, à la faisabilité, puisque, comme vous l'avez remarqué sur les images, les marchés sont les marchés modernes. Je soulignais que c'était très bien les marchés modernes, mais les marchés sont déserts. Cela voudrait dire une chose très importante, cela voudrait dire que la masse, les populations n'ont pas encore cette culture des marchés modernes. Et ils ont même peur, et je pense que le sociologue va souligner ce point, ils ont même peur face à cette modernité grandissante qui pourrait être pour eux, bien entendu, un frein par rapport à leur réalité traditionnelle. Et ici, pour que ça marche, exactement, ça c'est les supermarchés, et quand on dit supermarché, le coût... Non, exactement. Et pour que ça marche, il faut une chose fondamentale. Il faudrait qu'on adapte nos réalités traditionnelles dans nos anciens marchés à cette modernité. Absolument. Je prends un exemple simple. Quand vous prenez les marchés à Cocotomé, à Cocody, c'est des marchés qui s'organisent une fois toutes les semaines, si je ne me trompe. Une fois toutes les semaines. Il y a des jours du marché qui s'animent tous les jours. Il y a des jours du marché. Ça, c'est même l'histoire du Bénin en termes de marché. Même le marché c'est 6 jours. Exactement. C'est ça l'histoire des marchés au Bénin, l'histoire traditionnelle. Est-ce qu'au nom de la modernité, on va raser tout ça et mettre en place cette modernité qui met en place des gens qui viennent de Cotonou d'ailleurs, s'implanter à Ouida, à Abomey ou ailleurs et constituer un nouveau business? Est-ce qu'au nom de cette modernité, on est prêt
à ça. Je pense que les peuples ne sont pas encore du tout prêts à ça. Donc il faudrait faire ce travail, et je pense que ça n'a pas été fait. On est allé vers la modernité sans penser la chose, sans penser la sociologie, à la sociologie et au traditionnel auquel sont habituées les populations. Et ça, c'est un volet très important. La deuxième chose, et ça, je finis là-dessus, c'est la question de l'indépendance alimentaire. Je le dis très souvent, nos gouvernants depuis 1960 n'ont pas priorisé les réformes liées à l'agriculture, liées à notre indépendance, à notre autonomie il y a alimentaire. Un programme là-dessus. Il y a eu des programmes qui ressemblent beaucoup plus à des éléphants blancs. Et avoir des éléphants blancs dans le secteur agricole, c'est un frein énorme pour la croissance de nos marchés et pour la croissance dans son sens général. Dans la mesure où si vous avez l'autonomie alimentaire en axant un programme agricole autour de l'agriculture, en orientant les jeunes vers l'agriculture, eh bien ça permettra qu'on ait des cultures propres à nous et faciliterait du coup leur accès sur le marché et aura un impact important sur le coût aussi. Donc ça permettra aux populations d'avoir accès à ces marchés, avoir accès à ces produits à des prix imbattables. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça risque d'être également un frein dans ces marchés modernes. Merci beaucoup, cher monsieur. Je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais vous savez, ici... c'est le temps qui compte. Le grand rendez-vous. Merci à vous, Omar Salouf, pour la thématique du jour et pour l'édito. Merci à vous, Ahmed Picardi, pour votre contribution au débat. Hamzat Ablaye, merci. Je vous remercie et je placerai un mot rapidement. Que deviendrait, c'est une question, que deviendrait par exemple le chef quartier de Dantokpa sans le marché Dantokpa? Il est le chef quartier. D'accord. On lui posera la question. Je poserai la question, c'est important. Merci à vous, Sylvestre Tchoumakou. Nous savons que le président Talon s'est transformé le doute en foi et donc il va travailler à écouter les différentes parties du peuple béninois pour faire de ce projet un projet inclusif. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, on va donner la parole au sociologue dans un petit instant qui le dira un peu dans la société béninoise. Est-ce qu'il est bien de moderniser un marché, de déplacer un marché? Et puisque cela est déjà fait et désormais fait, que faut-il faire pour que les populations puissent véritablement s'orienter vers ce nouveau cadre marchand? Et puis, dans la suite, dans l'œil de l'expert, nous avons avec nous chef quartier, le chef du quartier d'Antokpa, qui nous parlera un peu du quotidien des usagers du marché d'Antokpa depuis que l'annonce a été faite, que ces marchés sera déplacé. Et puis, on va rentrer, un tant soit peu, dans l'histoire du Bénin avec un auteur, un chercheur indépendant qui nous dira, dans le cas de figure de déplacement de marché, que faut-il faire, ou de modernisation de marché, que faut-il faire et quelles sont les exigences autour. Merci à chacun de vous. À dimanche prochain pour un autre débat. Nous observons la pause et juste après ce sera l'œil de l'expert. Eh bien, nous allons poursuivre nos échanges sur la thématique du jour où nous parlons des infrastructures marchandes avec la révolution au Bénin, puisque les marchés modernes construits sont en train d'être inaugurés et désormais occupés par les marchands et visités par les usagers. Il est annoncé également le déplacement du marché d'Antokpa. On parlera donc des infrastructures mises en place pour accueillir le marché de gros et puis le reste du côté du stade de l'Amitié. Certains acteurs sont invités pour ce plateau. D'abord, dans un instant, ce sera l'œil de l'expert, ensuite en toute franchise. Et nous avons trois invités en plateau. Monsieur Toussaint Romayon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes auteur, vous êtes également chercheur indépendant. Vous faites de
grandes recherches. Hein. Je fais des recherches. Des recherches, beaucoup de recherches pour le développement du Bénin. Vous donnerez votre avis tout à l'heure sur le sujet du jour. Merci de répondre présent à notre invitation. Ensuite, nous avons notre expert, M. Ferdinand Sabiwoulou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes sociologue de développement, gouvernance et redevabilité. Merci de répondre à notre invitation dans l'œil de l'expert. On vous donnera la parole dans un instant pour répondre à un certain nombre de questions spécifiques que nous avons pour vous. On suivra votre développement. Et puis, puisqu'on parle du marché d'Antokpa, qui est annoncé pour être déplacé, nous avons le chef de ce quartier avec nous, Hamzat Maouyon Aguemon. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre présent à notre invitation. Vous deux, M. Toussaint Romayon, M. Hamzat Maouyon Aguemon, on vous donnera la parole tout à l'heure, mais d'abord, on va écouter notre expert, M. Ferdinand Sabiwoulou, qui est sociologue de développement en gouvernance et redevabilité sur le sujet. Oui, ma toute première question que je vous adresse, M. Woulou, la question peut paraître sans importance, mais dites-nous, qu'est-ce qu'un marché? Quand on parle de marché, le marché c'est quoi? Le marché, voilà, c'est une interrogation. Oui. Merci beaucoup, cher journaliste. Bon, avant toute chose, je voulais dire bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Le marché, pour être terre à terre, c'est juste un lieu de rencontre, d'échange entre l'offre et la demande. Donc, si je peux aller un peu plus, sociologiquement, je dirais c'est un lieu d'interaction entre acheteurs-vendeurs, producteurs-consommateurs, d'accord, en ce qui concerne les biens et les services. Donc voilà, rapidement ce que je pourrais vous dire. Une petite définition du marché. Alors dans une perspective sociale, puisqu'on est en train de parler de sociologie, d'où viennent les marchés? Comment les marchés naissent-ils? Ah ben, lorsque déjà nous nous retrouvons en communauté, vous avez besoin de quelque chose dont vous n'en avez pas avec vous. Et vous devez prendre ça à côté. Je suppose que moi je suis un éleveur. Vous êtes agriculteur. Et là, je n'ai pas du maïs, je ne peux pas faire de la farine et manger. Et vous autres, vous en avez. Mais dans votre sauce, vous n'avez pas de la viande. On s'entend. Et au départ, c'était un peu sous forme de troc. De troc, oui. Je vous remets et je prends quelque chose en échange. Je vous remets le maïs et vous me donnez 1 kilo de viande. Exactement. Donc, c'était pas trop l'argent. Mais avec le temps, le côté pécunier est intervenu et il fallait maintenant, bon, je vous vends ça, je prends l'argent et voilà. Et donc, lorsque vous vous retrouvez en communauté, à un moment donné, ce besoin de marché s'installe pour que vous puissiez mener cette interaction, comme je viens de le dire dans ma définition, entre producteurs et consommateurs. Donc l'offre et la demande. Alors chez nous, les marchés, nous les rencontrons un peu partout. Pour la plupart, il y en a aux abords des voies, d'autres qui sont à l'intérieur des villages ou des villes. Ces marchés se créent-ils comme ça? Oui, le marché se crée. Et ce sont les humains qui se retrouvent dans cette communauté qui créent le marché. Mais attention aussi, on ne met pas un marché n'importe où. C'est le marché lui-même qui trouve son lieu d'implantation et ça s'anime correctement. Et les petites recherches sont là et même si je ne dois pas aller commencer par citer. Oui, vous avez des exemples, donnez-les si vous en avez. Oui. Je prends terre à terre, quand je prends le marché, il y a un marché construit à Kopargou il y a très longtemps dans la commune de Kopargou. Ce marché ne s'est jamais animé juste là. Parce qu'il fallait moderniser le marché, ils l'ont déplacé, ils ont construit des hangars, mais jusqu'à présent, c'est l'ancien marché qui s'anime. Et le grand marché construit pour Kopargou est toujours là. Il
faut comprendre. Donc, ce n'est pas par volonté, il faut venir déposer un marché et dire, bon, c'est ici, nous voulons que ce marché-là s'anime. Le marché lui-même, c'est où il peut être implanté et s'animer correctement. Et se crée comme ça. Nous sommes dans une société de tradition. On sait que la tradition chez nous est beaucoup plus affirmée. Elle est conservatrice, notre société. Elle est attachée à l'histoire. Est-ce qu'on peut, un peu comme le contexte s'y prête, transformer un marché, moderniser un marché? Bien sûr. Sur le même emplacement, par exemple? Sur le même emplacement, ça peut se faire. Puisque d'ailleurs même, la modernisation qui ne veut pas, nous sommes en train d'évoluer, il faut évoluer avec le temps. Et donc, le marché est là, il n'y avait pas de latrines, des toilettes, mais à un moment donné, ça s'impose. Il faut alors créer un endroit où chacun pourrait se mettre à l'aise et tranquillement. Apporter des commodités. Voilà, justement. La fluidité. Donc, dans le ça rentre déjà dans le schéma de la modernisation des choses. Voilà. Il sourit, le chef quartier de Dantokpa, en tout cas on va lui donner la parole tout à l'heure. Alors il est envisagé, parlant justement de Dantokpa, son déplacement, ceci est subdivisé en plusieurs pôles, mais dans l'opinion, on est accroché à un certain nombre de préjugés. Quelle explication sociologique donnez-vous à cela? Est-ce la crainte de voir disparaître le nom de Dantokpa, l'image de Dantokpa, ou peut-être réveiller la colère d'un certain Dieu? Bon, à ce niveau, je pense beaucoup d'écrits, les gens s'en ont beaucoup parlé aussi. Je ne pourrais même pas commencer par citer. J'ai lu sur les réseaux sociaux et il y a même des sorties. Et des professeurs, il y a un professeur à Sogbaremont, je ne sais pas si vous le connaissez, il en a trop parlé aussi par rapport à ce marché. Le déplacer. Bon. C'est le marché d'Antokpa qui est le marché de gros ici. Oui, une partie. On dit marché de gros, ce serait les produits céréaliers. Le plus, c'est ce qu'on trouvera. Ce marché d'Antokpa, le déplacé, ne pose pas trop de problèmes. Mais en même temps, lorsque vous revenez dans l'histoire, vous verrez que son déplacement aussi va coûter un peu au minimum. C'est un marché international. Et il y a beaucoup de personnes qui quittent d'autres pays pour venir acheter au marché d'Antokpa. Je prends la dame ou le monsieur qui quitte, je dis n'importe quoi, la Côte d'Ivoire et doit continuer jusqu'au Cameroun. Parce que là, quand il vient, il s'arrête, il fait ses achats dans le marché d'Antokpa, continue. Lui, c'est un commerçant. Il va là-bas, il revient, il s'arrête, il prend ce qu'il doit prendre et repartit. Là, vous voyez déjà ce corridor-là, non? Oui, le corridor. Oui. Donc, ça arrête en même temps et achète un peu de tout dans ce marché. Parce que vous y allez, vous avez tout ce dont vous avez besoin en même temps sur place. Mais lorsque le marché d'Antokpa, on le déplace et il devient un marché de gros, c'est les produits céréaliers on va trouver. Nous avons la galerie marchande, c'est ça, non, au niveau du stade qui est là. Il semblerait que ce sont des bijoux qui seront vendus. En tout cas, tout ce voilà, qui justement. est donc, on ne peut pas trouver tout ce dont on a besoin à la fois dans un même lieu. Et ça pose déjà un problème. Si je sais que je vais au niveau de la galerie marchande du stade de l'Amitié et que j'ai besoin de telle chose, je peux trouver, il n'y a pas de problème. Et comment est-ce que ces marchés aussi vont s'animer? Vous voyez les marchés modernes secondaires dans la ville, ils ont commencé par les inaugurer et il y a une heure pour que ces marchés-là s'animent. On dit de 10h à 18h. Eh bien, nos parents ne sont pas habitués. Oui, il y a des marchés de nuit. Il y a des marchés de nuit. Et ces marchés de nuit, les gens préféreront s'y rendre là que d'aller dans ces marchés modernes construits. Alors, la perception des marchands, des usagers, quand ils commencent à fréquenter un marché nouveau,
quand un usager va dans un marché nouveau, quand un marchand va dans un nouveau marché, est-ce que c'est la même prédisposition psychologique, sociale? Ah bon. Ça ne peut pas être toujours les mêmes non, puisque vous allez au marché de Toba, ce n'est pas la même chose que de se retrouver au marché de Ménotin. Vous voyez déjà. Et la manière de voir ces marchés s'animer, ce n'est pas aussi identique, ce n'est pas pareil partout. Donc, alors, en intégrant ces nouveaux marchés, c'est un nouveau mode auquel il faut ce serait forcément un nouveau mode, d'autant plus que cette dame qui vient déjà à 10 h pour vendre, finira à 18 h, va fermer et partir. C'est à 8 h. 8 h. Bon, d'accord. 8 h à 18 h, c'est déjà fermé et il doit partir. Alors, 18 h ou 19 h? 19 h. Bon. Sinon, j'avais appris c'était 18 h. Oui, donc il y a eu un réaménagement par la suite. D'accord, vous avez laissé tout à l'heure. Pour l'instant, c'est l'espère. Donc ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas du tout pareil. Ça, là. Et comment il faut se préparer à ce changement afin que cela entre dans les habitudes, dans les comportements? Est-ce qu'il y a une formule sociologique adaptée à cela? Bon, tout de suite, je ne pense pas, parce que l'homme, il est homme et il a toujours ses habitudes. Mais comme je vous l'avais dit, les marchés ne pourront pas s'animer de la même façon et donc amener à changer. Non, ça c'est pas. On va ouvrir la discussion tout à l'heure avec nos deux invités qui vous accompagnent en plateau. On va marquer l'arrêt avec la réalisation et juste après, je vous donne la parole. En toute franchise, M. Ferdinand Oulou, merci beaucoup. Vous restez en place pour nous accompagner dans nos échanges. Toussé Akhomayon, vous êtes chercheur indépendant. M. Hamzat Maouyo Aguemo, chef du quartier d'Antokwa. Comment se porte le marché d'Antokwa aujourd'hui, depuis l'annonce de son déplacement? L'ambiance est à l'appréhension légitime. Le saut dans l'inconnu laisse toujours des préoccupations légitimes. Déjà, en attendant de réagir, devrait-on parler de saut dans l'inconnu quand on sait déjà que des plans d'Antokwa est subdivisé désormais, ça va à Calavi, ça va à Cotonou, Stade de l'Amitié, et puis il y a les marchés secondaires. Évidemment, ceux et celles qui vaquent à les occupations commerciales aujourd'hui à Antokwa n'ont jamais connu de réforme majeure. Alors c'est pour ça que je parle du saut dans l'inconnu. Donc on se demande à quelle sauce on va être mangé. On se demande ce que sera sur les nouveaux lieux de commerciaux sur lesquels ils vont immigrer. Donc à partir de ce moment, je dis, c'est vrai, on parle de modernisation, de modernité. Quand j'entends ça dans la bouche des intellectuels qui interviennent, souvent j'ai l'impression que c'est de parfaits néophytes par rapport à ce qui est vraiment pratique, ce qui est vraiment ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, parce que quand j'entends M. Lespère, dans le cas d'espèces en Afrique, le marché tel qu'on le connaît dans une démarche cartésienne, ce n'est pas le cas. C'est plutôt un lieu de rencontre privilégié, un lieu de rapports sociaux, un lieu d'affectivité, un lieu d'attachement. Donc, et c'est ça qui pose surtout problème. Parce que quand nous voulons la modernisation, la modernité, il faudra forcément allier la modernité à la rigueur, à l'orthodoxie qu'on doit imprimer à la démarche. Parce que quand vous dites, oui, on veut créer, les marchés ne se créent pas. Ah oui, vous voulez que tout reste immuable de 1960 jusqu'à... Mais non, la modernisation, ce n'est pas les toilettes seulement. Ce n'est pas... Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a de nouveaux réflexes à impulser.
qu'on n'avait pas tout au début. Donc, ceci, l'un dans l'autre, nous amène à apprécier l'ambiance qui est la nôtre aujourd'hui à Dantoba. Mais on va y revenir en détail quand je poserai peut-être quelques 5 questions à mes aux chers collègues qui sont sur le plateau. Quand ils me répondront, ils sauront si la délocalisation est opportune ou pas. Donc, parce que on va faire cet exercice-là. Il n'y a pas de souci, pour échanger. D'abord, on va donner la parole à M. Toussaint Aramayon. Oui, la construction des marchés modernes, ça a démarré depuis 2019. Aujourd'hui, on constate que les marchés sont désormais mis à la disposition des usagers, c'est ouvert de plus en plus. Quelle appréciation faites-vous de cela, de ce changement? Un changement positif? Oui, c'est un changement que je trouve très bien, mais à la seule, ce qui me fait hic, c'est que je voudrais être sûr qu'on a tenu compte de tout ce qui rentre déjà quand on parle de déplacer un marché. Déplacer un marché, c'est de déplacer des habitudes. C'est de voir toute une partie de la population se retrouver dans une situation délicate. Parce qu'un marché, c'est on va voir le marché par la définition et on va voir le fonctionnement d'un marché. Et on va faire un tour dans l'histoire pour voir comment les marchés ont évolué. C'est bien ce que... Oui, justement. Donc, déplacer un marché, c'est déplacer des habitudes. D'accord. Et moderniser un marché, c'est quoi? Moderniser un marché, vous savez, bon, nous sommes en train de... C'est aussi changer, déplacer les habitudes. Oui, oui, c'est déplacer les habitudes. Mais il faut comprendre qu'un marché, c'est un lieu d'énergie, où se croise beaucoup d'énergie. Les énergies, c'est quoi? C'est des énergies apportées par des avions, des énergies apportées par le fleuve, des énergies apportées par... tous les moyens de transport, même la locomotion aussi. La locomotion. Donc il faut s'assurer. Il faut s'assurer que tous ces moyens continuent de converger régulièrement sur cette carte que nous appelons marché. Et quand ça converge bien, la carte qui est en dessous, qui est sous le marché, qui assure, parce que quand nous érigeons les choses, il faut toujours que ça soit assez sur le sacré. Parce que moi, je constate que, et c'est ça qui me fait hic, je constate que quand on décide de faire les choses, on dit c'est la culture, c'est la culture, c'est la culture. Mais on ne pense jamais véritablement à la culture. Quand on déplace les choses, c'est comme si c'est des boîtes d'allumettes, on déplace sans tenir compte du socle. Et c'est du socle que nous allons, à partir du socle, nous allons comprendre comment un marché fonctionne. Quand on a eu à déplacer le marché Rondjiro du pays Marie vers Abomey, un vieux marché, on a pris les gens, on est venu les installer. Mais quand on les a installés, on n'a pas manqué d'installer Aïzan, qui est ce que j'appelle la carte Vodou. Aïzan, c'est la carte électronique Vodou. Allez-y, faites la démonstration. Quand elle est installée, la carte, cette carte, vous l'appelez aussi DAN, si vous voulez. Vous l'appelez DAN, si vous voulez. C'est vers cette carte-là que convergent toutes les énergies. Les énergies rentrent dedans. Pour que, quand les gens vont se mettre à parler entre eux, c'est-à-dire le soft, c'est-à-dire quand les gens vont commencer par échanger entre eux, l'énergie qui rentre dedans assure le bon fonctionnement, on obtient des résultats. Je rappelle simplement une chose. Ça, c'est le marché, hein, taux. Je rappelle, sur l'énergie? Sur l'énergie. Oui. Sur la carte de l'énergie. Sur la carte DAN. Quand vous prenez par exemple, j'ai lu dans un, je ne sais pas si je pourrais me rappeler encore du document, quand aux États-Unis les gens voulaient construire la Maison Blanche, ils ont eu la présence d'esprit d'aller appeler les Indiens, qui étaient les autochtones, pour leur dire comment on construit des infrastructures chez vous. Et les Indiens sont venus pour leur installer un dispositif qui leur permet d'assurer la durabilité, d'assurer une vie politique, une vie, etc. dans le marché politique, social, économique. Oui. D'accord.
J'espère que vous suivez la démonstration. Vous avez réagi. Quand vous regardez les éléments qui rentrent dans la carte, et cette carte dent avait été faite depuis plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ils avaient fabriqué déjà les composantes qui rentrent sur cette carte. Ces composantes, ce sont des composantes. Si vous voyez ça, vous pensez, vaudou, nous avons l'habitude de le dire dans le nom. C'est juste de la technologie. Tout est assis sur une forme de technologie. Et vous avez ces composants-là, ces composants que vous avez là. Dans les composants, vous avez, ça là par exemple, il y a du sable dedans. Ça là par exemple, il y a une certaine forme de carbone, charbon. Poudre dedans, dans l'autre, il y a différentes ressources. Les gens viennent ici chercher les ressources, ils en vont développer, ils nous envoient ça ici. Donc, vous avez exactement ça, qui sont sur les cartes. C'est ça. Il y a différentes sortes de cartes. Il y a autant de cartes qu'il y a de besoins. Il y a autant de cartes qu'il y a de besoins. Voilà, vous avez ces cartes. Ça, ce sont des choses qui ont été fabriquées il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont maîtrisées. Donc, quand je mets le marché, il faut que quand nous décidons de déplacer un marché, nous soyons sûrs que nous déplaçons, non seulement, on ne déplace pas les humains seulement, on déplace une carte. Et c'est à partir de cette carte, en faisant venir les énergies, à partir de cette carte, ce que nous disons, nos échanges, ça se passe bien. Et je crois que c'est ce qui a été fait à Dantopa. Nous parlons de Dantopa. Ça, c'est la carte Dan. Je suppose, je n'ai jamais dit que c'est véritablement la carte Dan, c'est une illustration. Donc, vous avez la carte, vous avez le marché dessus, et vous avez aujourd'hui un grand marché devenu prospère, tellement prospère. J'ai entendu des gens dire que oui, c'est sale, quand la maison est sale, on s'en va acheter une autre maison. D'accord. Bon, oui, allez-y. Quand j'entends mon aîné, je suis un peu en porte-à-faux. D'abord, je dois préciser quelque chose. La terre existait avant tout le monde. La localité, là où on appelle aujourd'hui Dantopa, existait bien avant. Ce n'est pas le marché qui donne sa référence à Dantopa. Le marché Topa était ailleurs. La localité de Dantopa a toujours été la localité de Dantopa, avant même que la divinité Dan n'émigre de Roulik-Bekon depuis Abomey, en passant par Ouida et en passant par Baou Adjara, avant d'atterrir dans la vente de Gros Sodi à Dantopa. Et c'est la famille Tchodaton, en ayant acquis une portion de terre, s'est aperçue sur un morceau de terre qui avait la divinité Dan, qu'elle avait ignoré, et elle perdait des enfants. La patriarche perdait des enfants. 11 enfants elle a perdu avant de s'en rendre compte qu'il y avait la divinité qu'il fallait vénérer. Et le marché Dantopa, le marché Topa, parce que j'aimerais que vous fassiez dorénavant la différence. D'accord, oui, allez-y. La divinité Dan a laissé des marchés à Abomey et est venue jusqu'à Dantopa. Pourtant, ces marchés-là sont toujours sous la protection de ces dents. On n'a pas besoin d'être dans les aircelles de la divinité forcément pour être protégé. Ce que je veux dire par là, on n'a pas besoin de représenter dans tous les lieux forcément cette divinité qu'on adore, qu'on vénère, avant de recevoir ses bienfaits. Ça, il faut le dire. Donc le marché Topa était vers le nouveau pont, vers Omel, vers l'ancien pont, derrière Omel. Et quand j'entendais M. Président dire oui, il y avait le marché des colons, il y avait le marché. Non, il méconnaît un peu l'histoire de ce marché. Donc, à la faveur de l'urbanisation, à la faveur de l'accroissement de la population cotonnaise, on était obligé d'aller chercher, et à l'accroissement des activités de ce marché, puisque vous savez, c'est au bord d'une lagune. En fait, ce n'est pas une lagune naturelle, c'est un chenal, que le colon a creusé pour favoriser justement le commerce vers l'intérieur de ce pays. Donc, le marché a émigré de nouveau de
de Tokpa Roro. Tokpa Roro, en fait, si vous voulez maintenir le marché auprès d'un fleuve, dites-le, puisque c'est parce que le marché existait à côté d'un fleuve, d'un lac qu'on appelle Tokpa. Tokpa, en langue fleuve, dit à côté de l'eau. À côté de l'eau. Alors, le marché Tokpa a émigré. On a les gouvernements successifs d'alors, que ce soit le gouvernement Maga, le gouvernement Kérékou, ils ont estimé qu'il y avait une réserve administrative vers la localité de Dantokpa qui s'appelait Saint-Michel. Alors, et le premier marché qui s'est installé à Dantokpa, c'est l'Egbarito. L'Egbarito, qui est toujours là au niveau de la station. Il y a la maison Legba, qui n'a jamais disparu. Malgré l'urbanisation à outrance de Dantokpa, ça n'a jamais disparu. Et le marché, l'Egbarito, s'est retrouvé marché Saint-Michel. Et c'est toujours là, à côté. On traversait le marché Saint-Michel à côté. À l'époque, on disait on ne pouvait pas y aller parce que quand les gens traversaient la rue, il y avait toujours des accidents. On dit non, le marché ne peut pas aller de l'autre côté et tout. Mais finalement, bref. Alors, ce marché, ce quartier existait bien avant le Tokpa, le marché qu'on connaît aujourd'hui. Mais pourquoi tu as des frères aujourd'hui la chronique qu'on veut délocaliser? Je vais poser, d'abord je vais vous inviter à Dantokpa pour que vous voyez de vos yeux ce qui s'y passe. Alors sur le plan social, c'est terrible, monsieur Adandejan, sur le plan social et économique. Il y a tous les mélanges du genre. Les grossistes, les détaillants, les semi-grossistes. Alors, sur ce point, on a pensé à la catégorisation. La catégorisation, pour moi, c'est les grossistes à part, les semi-grossistes et les détaillants à part. La sectorisation, selon les types d'activités compatibles, on va les regrouper dans certains marchés. En ce qui concerne les détaillants, ce sera des marchés de proximité. Alors les marchés de proximité existent à foison dans Cotonou. Nous avons Bégamé, nous avons Aïdjedo, nous avons Tokplégbé, nous avons des... On en a plein. Et ça a été rénové. Ce que vous demandez, ça a été... Ces marchés ont été maintenus en lieu en place et ont été rénovés, ont été modernisés. Alors, pourquoi peut-on... Aujourd'hui, à quels critères répond aujourd'hui le marché Tokpa qui est situé dans le quartier Dantokpa? Je le précise. Le marché Tokpa qui est situé, on peut l'appeler à Tokpa si on va mettre ça à côté de Ganvier. Tokpa sera toujours Tokpa. Il peut y avoir Tokpa 2, Tokpa 3, Tokpa 4. Aujourd'hui, sur le plan sanitaire, dites-moi à quelle norme réglementaire répond aujourd'hui ce marché implanté dans le quartier Dantokpa. Sur le plan sécuritaire, dites-le moi, est-ce que ça répond? Sur le plan infrastructure routière, Dantokpa n'a pas de parking. Vous me parlez de marché international. Le marché international est une vitrine, c'est une référence béninoise qui doit répondre forcément à des normes qui séduisent. C'est vrai, nous avons atteint un certain niveau de prospérité, mais si nous sommes plus ambitieux pour nos maires, mais comment? Nos maires n'ont pas le droit de bénéficier des conditions de vie plus dignes, plus conviviales, plus adaptées. Nos pères, nos soeurs n'ont pas le droit à ça. Oui, ceux qui interviennent souvent, respectueusement, je l'ai dit, oui, vous pouvez rester dans vos bureaux propriétés climatisés et en parler tel que vous voulez. Mais venez sur le terrain, vous allez voir ce que c'est. Donc la réalité, est tout autre. Aujourd'hui, je vais mettre la main sur quelque chose qui va rebondir demain. Le nombre de gens à Dantokpa, en dehors du site même Tokpa, est 10 fois plus nombreux que ceux qui seront recasés. Parce que demain, vous allez nous dire, vous avez déplacé Dantokpa, mais voilà, nous avons encore plein de gens dans la rue. Mais non, pas du tout. Et c'est à quoi Dantokpa ne répond plus aux critères d'accueil qu'il faut
quand bien même vous l'aurez rénové, vous ne pouvez pas accueillir tout ce monde, toute cette demande. La demande est beaucoup plus forte aujourd'hui que l'offre. Et nous n'avons aucune structure digne. Sur le plan de gestion. Parce que le site n'est plus approprié pour arrêter le marché. Pas du tout. Pas du tout. On va prendre les réactions rapidement de ce côté, à la suite du développement de M. Aguemon. Oui. Non, le site n'est plus approprié, ça c'est vrai. Et à suivre le développement du chef quartier, on voit que le site n'est plus approprié. Mais chaque fois, quand on écoute dans le public, on a comme l'impression qu'on veut déplacer sans rien laisser sur place. Est-ce que c'est déplacé ou bien c'est largué? Est-ce que c'est à larguer ou bien c'est à déplacer? Si c'est comme un arbre, est-ce qu'on veut larguer? Ça, c'est évident. Je vais vous dire, dans l'imaginaire populaire des Ujazis du Tantokpa, on pense a priori qu'on veut déplacer la divinité d'un. Or, le déplacement d'une divinité est sujet à tout un rituel qui n'a jamais prévalu jusque-là. Le langage politicien instrumentalise un peu la démarche pour instiller la crainte, la peur. Mais non, ce n'est pas du tout ça. La divinité demeure bien à la place qu'il faut. Et nous avons des projets beaucoup plus ambitieux aujourd'hui sur la localité du quartier du Tantokpa. Parce que nous pensons mieux faire avec ces projets que nous avons estimé que nos mamans, nos frères et sœurs doivent être relocalisés dans un endroit approprié. Sans doute, leurs préoccupations sont légitimes. Parce que la plupart du temps, vous entendez dire, est-ce que nous allons retrouver la même ambiance là où on ira? Nous allons retrouver la même superficie que je pose, puisqu'il a fait un développement tout à l'heure, il a parlé d'énergie. Des habitudes. Oui, ce changement posera beaucoup de soucis. Aux grandes réformes, de toute façon, dans tous les pays du monde, les réformateurs n'ont pas toujours eu bonne presse. Alors, il va falloir, parce que la plus grande crainte, c'est que si la plupart quittent effectivement de leur propre gré, pas pour immigrer vers les nouveaux sites, il y aura toujours pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a d'autres qui s'entêtent à rester. Alors là, moi je l'ai dit, il faudra que le gouvernement, la gouvernance prenne ses responsabilités pour faire respecter justement cette démarche-là, pour que tout le monde puisse respecter, aller là où on va les converger pour que ça puisse marcher. Justement, quelle est la crainte aujourd'hui, vous qui êtes à Tantokpa et qui voyez un peu comment ça s'anime à Tantokpa? Nous avons vu des marchés qui sont déjà inaugurés, ouverts au public, mais on ne sent pas encore cette attraction, cette attractivité, l'engouement. Les marchands qui n'y vont pas, par exemple au marché monétaire, le marché est ouvert, mais l'ancien site du marché, là où les dames ont été relogées entre-temps pour la construction du marché est beaucoup plus animé que l'intérieur des marchés. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est ce que je vous disais, que mon aîné le disait aussi, il y a les habitudes, il y a les coutumes. Nous ne sommes pas habitués à retrouver cette aisance en entrant dans un marché. Quand on rentre dans un marché, on se touche, nos transpirations se mêlent, on trouve ici on a des odeurs, et puis là c'est trop chic. Oui, allez-y. Est-ce qu'avant cette opération de déplacement, il ne serait pas plus indiqué que nous ayons des régies de transport plus rapides pour que la femme qui arrive sur les nouveaux sites, est-ce que les routes sont, les voies sont accessibles? Est-ce que entre l'aéroport et les nouveaux sites, est-ce que c'est déjà réglé? Est-ce que, je pense... Oui, sur ce plan, je ne suis pas forcément... Nous n'avons jamais réussi à développer des régies de transport. Je ne suis pas forcément le gens qui jette des fleurs aux gens. J'ai pas peur, j'ai pas ma langue dans la poche, mais je crois que la gouvernance rupturienne a anticipé sur bon nombre de choses en matière d'infrastructure routière.
Aujourd'hui, quand vous allez à Kassato, quand même, c'est beaucoup plus aisé qu'auparavant. Alors, sur ce plan, je crois que le gouvernement a pris conscience qu'il fallait répondre à certaines exigences d'abord avant de faire émigrer tous ces gens-là dans les différents compartiments des secteurs économiques. En l'occurrence, les routes, les infrastructures qui se créent. Et lors de la visite de Kassato, mais je vous assure que j'étais là, les dames qu'on a invitées font partie pratiquement, c'est des opposants au système politique. Mais pourtant, pratiquement, tout le monde était conquis et séduit. La superficie fait déjà 168 hectares. Un seul entrepôt fait 10 000 mètres carrés. Et ce qui m'a séduit à moi, c'est surtout la démarche de la ministre de l'Industrie et du Commerce et de la DG, Mme Louiselle Kinifran, Enis. Aujourd'hui, c'est une démarche des plus inclusives. On vient sur le terrain de manière impromptue en ce qui comptait, en tout cas, pour toucher du doigt des réalités et pour inviter les futurs usagers de ces endroits à s'impliquer. En l'occurrence, et ça, c'est une expression de la visite qu'on a eue la dernière fois, puisque les entrepôts sont encore sans installation, sans étal, et on invite maintenant chaque secteur d'activité de faire des propositions, des ébauches d'installation pour qu'ils puissent être à leur aise véritablement dans ces locaux-là. Donc moi je trouve ça, c'est une démarche des plus formidables et qui les a beaucoup séduits d'ailleurs. Et je crois qu'ils ont rendez-vous déjà à la fin du mois pour apporter les propositions sur la table. Ils vont les envoyer déjà avant d'en discuter. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, nous avons la science infuse, on vous met en main, tenez et taisez-vous. Non, ce n'est pas du tout ça. Et ça démontre une expression d'humilité, de bien faire et de faire converger, d'avoir une démarche des plus consensuelle aujourd'hui. Oui. Quelque chose à ajouter? Non, le problème qui... C'est bien dit, je suis en train de suivre le chef quartier, mais il a évoqué quelque chose par rapport à ces nouveaux marchés. Oui. Comment pouvez-vous expliquer le fait que le marché Ménoté, comme vous venez de le dire, le nouveau marché est ouvert, mais ne s'anime pas pendant que le site où on les avait envoyés, les gens continuent d'y être. Vous voyez un peu. Est-ce que ça ne pose pas un problème de gestion des marchés? C'est paradoxal la question que vous posez. Ouais. Vous avez déménagé, vous avez quitté Calavi, vous êtes allé à Cotonou, vous voulez que toutes vos connaissances connaissent tout de suite là où vous êtes. Mais non, ça va prendre du temps. À moyen et long terme, ça va prendre le temps qu'il faudra pour s'animer. La sensibilisation. Moi, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. À partir du moment où il y aura une certaine rigueur, eu égard à la gestion des personnes, c'est-à-dire qu'on ne permette pas que les gens restent encore sur l'ancienne localité. Est-ce que c'est pas, par exemple, la beauté du site qui fait peur? C'est éblouissant, c'est ce que je dis. Et puis peut-être les conditions d'accès. La psychologie du client et la psychologie du vendeur. On bénit ici, la psychologie du client, c'est que quand il voit quelque chose très beau comme ça, il préfère aller à côté et dire, ah mais ça doit être cher. Il faut mettre le prix. Est-ce qu'elle n'a pas parlé de ça? Vous administrez par exemple? Tout à fait, mais on les rassure. Ce n'est qu'une question de temps. Les fripiers vont aller à PK3. Si vous cherchez à acheter votre achuta, si vous venez à Dantokpa, il n'y a plus aucun achuta, vous êtes obligé d'aller à PK3.
Donc, ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps. Vous avez lâché le mot. Vous êtes obligé d'aller à PK3. L'obligation, ça rentrera dans les habitudes. Mais si vous cherchez un produit et on vous indique l'endroit, parce que le malheur de ces marchés qui ne fonctionnent pas, malheureusement, c'est de laisser perdurer les vieilles habitudes. Et celui qui aura fait l'effort nécessaire de respecter, d'obtempérer, de respecter ce qu'on le propose, vous dira, dans la croyance populaire, que là-bas, l'autre est resté pour lui prendre ses clients. Et croyez-moi, il va y repartir. Comme on peut changer aussi d'activité. Si moi je suis par exemple à Calavi ici, et que je dois acheter mon Atuta, est-ce que je dois me rendre à PK3 ou bien, entre-temps, est-ce qu'il y a de petits... Mais bien sûr, le marché de gros est différent des marchés de proximité. Vous avez votre maison, vous avez une boutique, on ne va pas vous interdire de vaquer à vos occupations commerciales à partir du moment où vous payez vos impôts et tout, et que vous ne contrevenez pas à la loi en installant vos marchandises dans la rue. Vous voyez ce que je dis? Donc, s'il y a des vendeurs, des friperies dans des maisons, mais tant mieux. S'il y a des boutiques, en tout cas sur la place publique, l'État est obligé, n'est-ce pas, d'impulser un certain ordre. Voilà. Merci à vous, monsieur Hamzat Maouyon Aguemon. Vous êtes le chef du quartier d'Antokma pour les informations que vous nous apportez sur le grand rendez-vous. Monsieur Toussaint Romayon, merci beaucoup. Vous êtes un chercheur indépendant. Vous écrivez également des bouquins. Merci bien. Et merci à vous, monsieur Ferdinand Sabiwoulou. Vous êtes sociologue de développement en gouvernance et redevabilité. Vous étiez donc sur ce plateau. Dans l'autre plateau, l'œil de l'expert, pour nous apporter quelques explications sociologiques sur cette transformation en cours. Vous voulez parler? Oui. C'est donc l'affaire. On a conclu. Le temps est complètement parti. Oui. Pour conclure, j'incite tous les compatriotes à adopter de nouveaux réflexes, simplement. Un nouveau comportemental. Parce que quelle que soit la modernisation, quel que soit le niveau de développement, quand nous n'avons pas des comportements sains, c'est voué à l'échec. On ne peut comprendre qu'on ait des marchés comme ça et qu'on ne puisse pas s'en servir, qu'on défèque dans tous les coins des rues, des lieux, et qu'on brise les étagères publiques. Ah, ça, c'est un problème, c'est véritable. L'incivisme au quotidien ne nous aidera en rien. Il faut que ça soit convenu au passé, c'est votre appel. Quelle que soit la poursuite que tout le monde a, j'aimerais plutôt qu'on bonifie la démarche en proposant des choses, en faisant des ébauches, en faisant des propositions qui bonifient la démarche. Merci beaucoup, merci à vous, monsieur Hamzat Aguemon. C'était votre mot de fin, et merci à chacun de vous en plateau. Chez vous, c'était donc le grand rendez-vous numéro de ce jour, où il a été question des infrastructures marchandes réalisées au profit des marchands, des usagers de nos différents marchés. À chacun de vous, merci, et au prochain rendez-vous. Au revoir. Merci. Au revoir.